La population mondiale continue à croître, tandis que les ressources sur Terre diminuent, notamment les ressources d'eau. Donc, nous devons ainsi tenir compte de ce paradoxe, de ce paradigme, afin de trouver des solutions concrètes. Donc, c'est en prenant en considération ce paramètre que nous organisons ce soir cette conférence qui a pour thème l'eau, une ressource à préserver face au changement climatique, réflexion pluridisciplinaire. Parce que l'être humain, enfin, une question fondamentale se pose. Est-ce que l'être humain, est-ce que nous, les êtres humains, les citoyens de divers pays, les politiques, les décideurs, les chercheurs, est-ce que nous sommes condamnés à vivre dans la crainte des ressources d'eau qui se raréfient? À l'évidence, la réponse est non, on ne peut pas vivre dans la crainte. Personne ne peut vivre même dans la crainte de ça. Donc, l'humanité a bien conscience du problème qui se pose puisque depuis plusieurs années, l'humanité cherche désespérément des traces d'eau sur Mars. Savoir est-ce qu'il est possible qu'une partie de la population aille vivre sur Mars, comment ça va se passer. Parce que de même, avec l'épuisement exponentiel des ressources d'eau, malheureusement, des restes d'eau, pardon, risquent également d'être recherchés sur Terre. Donc, ce soir, nous allons essayer de poser des bases solides d'une nouvelle ère pour l'eau, pour que l'eau soit en abondance pour tous et dans tous les continents. Donc, que l'humanité ait accès à l'eau potable sans restriction. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette conférence. Donc, c'est moi qui ai commencé les propos introductifs et qui vais continuer les propos introductifs. Donc, ensuite, il y aura Madame Fatma Ndiaye qui va faire la modération de la conférence. Donc, j'ai tenu quand même à souligner qu'à titre de rappel, le cycle de l'eau débute avec la formation de gouttes de pluie au sein des nuages suite à l'évaporation des eaux de surface, les eaux des océans, les eaux des mers, les eaux des lacs, les eaux des cours d'eau. Dans l'eau, comme tout le monde le sait, a pour formule chimique H2O, c'est-à-dire un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc la question majeure, la question primordiale est la suivante. Comment aboutir à la présence des ressources en eau pour tous? Donc, au plan juridique, l'aphorisme latin ubi societas, ubi ius, qui signifie là où il existe la société, là aussi existe le droit, a trouvé application sur le tard dans le domaine de l'eau. Parce qu'en effet, au plan juridique, la reconnaissance du droit à l'eau est une avancée majeure, puisque le droit à l'eau a été consacré par les Nations Unies depuis 2010. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 28 juillet 2010 une résolution dans laquelle elle déclare que le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Dans le plan institutionnel, la planification de la répartition juste et de bonne qualité de la ressource apporte quand même des réponses intéressantes. Bon, nous nous sommes limités un peu. Bon, enfin, on a essayé de faire une comparaison et puis les réponses quand même étaient les mêmes. Donc, d'après le secrétariat général à la planification écologique, c'est un organisme interministériel français qui a été créé il y a de cela 2 ans et demi, le 7 juillet 2022. Donc, la répartition juste et des bonnes qualités de la ressource passe par 3 points majeurs. Organiser la sobriété, optimiser la disponibilité, préserver la qualité de l'eau. Donc, organiser la sobriété, ça passe par quoi? Il faut compter, il faut planifier, il faut économiser, optimiser la disponibilité. On essaie de réduire les pertes, on valorise les eaux non conventionnelles, on stocke dans les sols, dans les nappes, dans les ouvrages. Donc, préserver la qualité, c'est-à-dire on essaie de prévenir les pollutions diffuses, on préserve et on restaure le grand cycle de l'eau. Donc, c'est un peu ça. Donc, face à ces différents problèmes, face à ces différents mots, il y a urgence. Donc, parce qu'il y a les pollutions de l'eau, il y a les sécheresses, il y a les inondations à outrance. Donc, toute cette urgence-là implique des réponses cohérentes, des réponses concertées et des réponses qui doivent être efficaces. Parce que parmi les pollutions d'origine anthropique qui peuvent avoir un impact sur les nappes d'eau souterraines, on distingue généralement les pollutions ponctuelles et les pollutions diffuses. Le problème majeur, c'est que l'indisponibilité de l'eau potable dans divers coins de la planète, ainsi que l'eau excessive utilisée par exemple par l'agriculture, entre autres, font émerger la pression dans la gestion de l'eau. Donc, face à tous ces quelques problèmes que j'ai pu énumérer,
la mise en exergue et en pratique des solutions et des actions pluridisciplinaires s'impose. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais passer la parole à Madame Fatma Ndiaye qui nous présentera les différents intervenants, les différents experts pluridisciplinaires, historiens, géographes, juristes, qui nous donneront leur rapport donc, face à ce problème crucial d'eau auquel la planète entière fait face. Merci. Merci beaucoup, Sabine, pour cette belle introduction. Nous avons plusieurs intervenants à l'occasion de cette conférence. Nous avons d'abord M. William Geresh. M. William est docteur en histoire, professeur associé à l'Université de Wollongong, Dubaï, Émirats arabes unis. Il va intervenir sur le thème portant sur les rivalités exacerbées pour l'eau dans les villes mondiales émiriennes. Nous avons également comme intervenante Mme Mami Nirina Roland Andrea Narivello. Elle est météorologue, ingénieure environnementaliste et présidente fondatrice de l'association environnementale Mata Mahat Sanghi. Elle va aborder le thème portant sur la météo, une variable utile à la gestion parcimonieuse de l'eau. Comme autre intervenant, nous avons Yannick Nguina. Yannick est juriste en droit de l'environnement, consultant en développement durable. Il va aborder le thème suivant, l'utilisation concurrente des cours d'eau internationaux face aux enjeux d'équité. Analyse à l'aune du conflit d'usage du Tigre et de l'Euphrate entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Nous avons également l'intervention de Mme Maëlle Nico. Maëlle est docteur en urbanisme et en aménagement, présidente de l'association SIAGE à La Réunion. Son intervention porte sur le thème « Vers un droit à l'eau effectif dans les départements et régions d'outre-mer français ». Le défi de la mise en œuvre de l'accès à l'eau pour tous, pour les services publics d'eau potable. Et nous avons également l'intervention de M. Ulrich Kevin Kiagebeni. M. Kevin est docteur en géographie de l'environnement. Il est également docteur en droit public à l'Université Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville. Il va aborder le thème portant sur le droit de l'eau et le développement durable au Congo. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'intervention de M. William, qui va nous parler des rivalités exacerbées pour l'eau dans les villes mondiales émiriennes. M. William. Merci pour cette présentation. Merci pour l'invitation aussi. Très bien pour l'organisation. Je trouve que c'est tout à fait méritoire et je suis très content de partager ce moment avec vous. Je vais présenter, je vais essayer de mettre ma présentation. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez ma présentation? Oui ou pas encore? Est-ce qu'elle est à l'écran? Oui, c'est bon. Alors, petite précision, je ne suis plus à l'université de Wollongong, qui est à Dubaï, mais je travaille dans cet endroit ici, qui est la maison d'Abraham, en fait, qui réunit les trois religions, chrétienne, musulmane et juive. Donc, je suis directeur de la recherche dans cet endroit. En fait, j'essaie de mettre un peu de contenu sur une très bonne intuition et c'est un domaine qui est un peu loin de l'environnement, mais qui est quand même qui peut à un moment ou à un autre le rapprocher. Il faut toujours distinguer les faits et leur représentation. Moi, je suis historien de formation, par conséquent, les faits sont importants. Je travaille toujours sur les faits, mais je travaille aussi sur les représentations. Quand je parle de représentation, je parle évidemment de représentation mentale. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est toujours à peu près la même chose avec les Émirats. On a toujours une certaine idée de ce que sont les Émirats, vrai ou fausse. Tout à l'heure, on a parlé des influenceurs. Même si c'est une partie de la réalité, ce n'est pas non plus la totalité, ce n'est pas la réalité des Émirats. J'ai aussi expliqué brièvement, mais je pourrais revenir là-dessus, que je pense qu'à Dubaï et aux Émirats, on est 10 minutes en avance sur des tendances mondiales, que ce soit en matière de détricotage du droit du travail ou sur l'organisation du commerce international,
Ce sont des tendances qui se manifestent parce que le cadre juridique est assez flexible pour le dire de façon assez polie. Et c'est pour cette raison que c'est toujours intéressant de garder un œil sur ces villes mondiales, dans la mesure où on peut voir quels sont les problèmes et quelles sont les solutions qui y sont apportées ou non. Donc, cette avance, comment on peut la mesurer? Alors, quelles sont les données? Le problème, et l'immense problème auquel je me heurte ici, c'est qu'il n'y a pas de statistiques. Les statistiques sont considérées comme des données de sécurité. Donc, l'État fédéral et les gouvernements locaux, donc les différents Émirats, sont toujours très réticents à mettre en ligne et à communiquer sur des statistiques parce qu'on ne sait jamais comment elles peuvent être utilisées, en bien ou en mal. Par conséquent, vous ne trouverez pas de statistiques sur des évolutions annuelles de la consommation d'eau, de la production, des réserves, etc. Par contre, il faut essayer d'aller un peu à la pêche, pour parler un peu trivialement. Et je me suis servi pour cette présentation d'un rapport qui est sorti l'année dernière et qui est d'un centre de recherche à l'Université des Émirats, à Al Ain, à proximité d'Abu Dhabi. C'est le EWEC que vous voyez ici. Donc, c'est Emirates Water and Energy Center. Et il y a des données qui sont fournies par le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux. Et il y a toujours un objectif. L'objectif, c'est la sécurité alimentaire. Et dans la sécurité alimentaire, il y a un volet qui concerne précisément l'eau. Donc, pour les conflits d'usage, ça peut être utile. C'est un peu ma méthode, en fait. C'est comme ça que je travaille aux Émirats. C'est-à-dire que j'essaye de grappiller des données qui sont éparses et de leur donner un sens et de voir comment on peut définir un ordre, au sens où Foucault le définissait, un ordre qui montre un peu comment les choses s'arrangent les unes avec les autres. Alors, tout ça pour dire aussi que c'est toujours très interprétatif, les données qu'on peut avoir, et notamment les commentaires que l'on peut faire, parce que ça dépend des méthodes de calcul, et notamment pour définir des seuils. Euh, Tous les pays, quels qu'ils soient, hein, sans aucune exception, essayent toujours de présenter les chiffres à leurs avantages. Donc, voilà, attention aux données et à leur représentation. Leur représentation, ça peut être par exemple, vous voyez sur cette photo, au mois d'avril, il y a eu une crue abondante, ce qu'on appelle le phénomène de la goutte d'eau, des précipitations abondantes dans des villes où il y a imperméabilisation des sols, pas de système d'évacuation. Très intéressant parce que moi, j'ai pas vu du tout ce genre d'image. J'habite pourtant à Dubaï, mais il y a eu quand même des endroits inondés, mais ce n'était pas partout. Donc, tout ça, c'est aussi un bon exemple quand je vous dis qu'il faut faire très attention dans le sens où on peut dire n'importe quoi, tout et son contraire concernant ces villes mondiales, selon qu'on est favorable ou pas, d'ailleurs, à leur système politico-social. Donc, ces a priori doivent être aussi intégrés dans les analyses. Donc, essayons de faire œuvre scientifique et d'aller sur les chiffres et de voir un peu ce qu'on peut en dire. Alors, je vais faire quelques rappels. Tout d'abord, les Émirats sont un pays en milieu désertique chaud. Bon, nous avons des géographes parmi nous, ils pourraient très facilement expliquer. Donc, moins de 300 mm de précipitations par an. C'est très variable, puisqu'il y a un relief montagneux au nord-est des Émirats et sur le sud. Par conséquent, ça change la pluviométrie et les différents cours. Bon, vous savez que le climat, c'est la combinaison entre les températures et les précipitations. Sur ce document que j'ai emprunté à EWEC, on voit quelque chose de très important. Le deuxième point à noter, c'est que les changements climatiques sont déjà en marche aux Émirats. Alors, évidemment, il y a une sorte de, pas de tabou, mais personne n'a travaillé véritablement sur ces questions.
Mais regardez, par exemple, la courbe des températures avec des temps pré-industriels. Pré-industriels pour les Émirats, c'est avant les années 50, puisque l'exploitation du pétrole, et notamment avec je sais pas comment on appelle, le flaming, le torchage. C'est en français, donc l'exploitation est particulièrement nocive pour le climat, puisqu'il y a des émissions de méthanol qui sont particulièrement graves. Donc vous voyez que sur un peu plus d'un siècle, on a globalement une augmentation de la température. Euh, je- Personnellement, les géographes ne m'ont pas donné de réponse là-dessus, parce que si on le voit sur la courbe moyenne des températures, on voit très clairement qu'il y avait une période avant 1950 et qu'il y a, à partir de l'explosion médiatique et industrielle des Émirats, une augmentation qui est quand même assez forte. Si vous regardez le deuxième sur les températures, une moyenne des températures annuelles, on voit aussi on est déjà au-dessus de 1,5 degré, pratiquement à 2 degrés de plus qu'il y a un siècle. Le deuxième document que j'ai toujours emprunté aux mêmes sources montre qu'il y a un déficit de précipitation. Alors, il y a des phénomènes climatiques qui concernent les Émirats, notamment sur des périodes de sécheresse longue qui peuvent durer entre 5 et 7 années. Donc, on les voit, par exemple, à partir de 1999 à 2005. Donc, ça, on est dans quelque chose qui est tout à fait classique. Mais ce qui est sûr, alors pour résumer, c'est que on est en milieu désertique chaud. Les tendances, il y aura plus d'imprévisions, enfin les précipitations sont beaucoup plus imprévisibles. Et il peut y avoir de plus en plus d'épisodes pluvieux comme ceux qu'on a pu constater au mois d'avril de cette année. Quel est le véritable problème aux Émirats? C'est celui des conflits de répartition. Vous voyez ici une photo de la principale ville agricole aux Émirats, qui est Al Ain, où est d'ailleurs l'université avec son centre de recherche. Donc un contraste assez saisissant entre un désert et des plaines qui sont cultivées. Il y a des aquifères et ces ressources en eau sont donc pompées pour faire de l'agriculture. Alors évidemment, ces ressources sont surutilisées, surexploitées, avec sans possibilité de renouvellement. Donc le bon exemple pour comparer, on pourrait dire que c'est un peu comme sur l'Arabie Saoudite, qu'à un moment ou à un autre, ça va disparaître. Mais ici, on voit que l'agriculture est quand même en compétition avec le milieu urbain. Bon, il y a d'autres photos qui seraient peut-être plus parlantes, mais un tiers des ressources en eau sont consacrées à l'agriculture. Alors que la ville ou les villes, Abu Dhabi et Dubaï, sont dominantes et qu'elles demandent de plus en plus d'eau en raison en raison du mode de vie. On reviendra sur ce point. L'épuisement des aquifères, donc qui sont plutôt du quaternaire, sont déjà à des niveaux critiques pour la plupart, et on sait qu'il n'y aura pas de renouvellement avec un fort potentiel de salinisation de ces aquifères, notamment autour d'Abu Dhabi. Donc, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique, mais c'est pas non, c'est un peu plus compliqué que, là je vous le schématise. Ce qu'on peut dire, c'est que les ressources en eau sont en train de se tarir et que cette consommation frénétique d'eau ne peut pas durer et elles doivent être changées. Bon, désolé pour la photo. Alors, sur les usines de dessalement d'eau de mer, c'est la principale ressource. En fait, on a 45 usines et avec des petites unités, plus de 200 unités qui permettent de désaliniser l'eau.
C'est une tendance très lourde, sachant en plus que les usines de dessalement d'eau de mer sont particulièrement nocives pour l'environnement, avec le rejet du sel et des différents produits chimiques. On arrive à 2 milliards de mètres cubes par an. C'est la seule solution qui a été apportée à cette évolution. L'utilisation des eaux usées est négligée, on peut le dire, parce que trop cher à mettre en place avec notamment des systèmes d'équilibre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les solutions? Bon, ça, ce que vous voyez sur la droite, c'est le fantasme de bien des urbanistes, parce que je ne pense pas que les géographes puissent penser à ça, mais l'idée de faire des villes à la campagne continue. Et donc, l'idée de durabilité est souvent évoquée. Mais concrètement, on n'a pratiquement pas de solution. Et je terminerai sur ce point, puisque l'un des mythes, puisque c'est un mythe important, l'un des mythes qui est diffusé aux Émirats et dans le monde développé, c'est que les innovations techniques pourront être la solution à ces problèmes de surconsommation d'eau. Or, j'ai mis ici l'exemple je ne sais pas comment on dit en français, mais du cloud seeding, donc ces techniques qui aident à faire pleuvoir. Elles ne sont encore que dans leur phase adolescente et même infantile, pourrait-on dire, et certainement pas la solution à ces problèmes. Donc, pour conclure sur ce point, ce n'est pas la technologie qui aidera à trouver des solutions, mais plutôt le changement de modèle. Or, personne ne parle de changement de modèle. Et ce changement de modèle, c'est l'abandon de la voiture individuelle, c'est la fin du libéralisme, pour ne pas dire du capitalisme, donc la fin de la société de consommation. Ce sont dans ces perspectives-là que l'on pourrait envisager un véritable changement de la consommation par habitant. Or, quand on regarde notamment dans l'immobilier, ce que l'on propose, ce sont toujours des villas avec des piscines. Et souvent, le nec plus de traces, ce sont les piscines avec les piscines individuelles, ce qui est, on peut dire, une aberration. De même que les golfs et toutes ces aménités qui concernent une petite élite fortunée qui peut profiter de ce genre de choses. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir, les participants du Zoom. Déjà, je vous remercie. Bonjour. Excusez-moi, mon micro était fermé. Je disais merci, Monsieur William, pour votre présentation qui est très pertinente, qui a abordé différents points sur les ressources en eau aux Émirats arabes unis, notamment les données, les représentations qui sont faites relativement à ces données. Vous avez également abordé des points intéressants sur la répartition des ressources en eau dans cette zone et également apporté des recommandations ou bien des solutions alternatives relativement à ces ressources en eau. Nous allons passer à la prochaine intervenante, à savoir Madame Mami Irina, qui va aborder le thème sur la météo, une variable utile à la gestion parcimonieuse de l'eau. Madame Irina, vous avez la parole. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet qui nous concerne tous et qui concerne l'avenir de tout le monde,
notre avenir commun, la gestion de l'eau face au changement climatique. Et je remercie profondément l'ASPRO BioAGM pour cette invitation. En tant que météorologue, il est essentiel de dire que la météo et le climat sont actuellement un duo indissociable en raison du changement climatique. Et je vais insister sur ce point tout au long de mon intervention. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi justement cette météo, qui est historiquement perçue comme une science de court terme, est en réalité une alliée essentielle dans la gestion de l'eau face au changement climatique. Eh bien, quand on parle de météo, on pense souvent à ce que nous voyons au jour le jour. La météo, c'est la mesure de l'humeur, si l'on peut s'exprimer ainsi, à court terme de notre atmosphère. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Est-ce qu'il va venter? Est-ce qu'il va faire chaud? Et donc, c'est la pluie, le vent, les températures au jour le jour. Mais derrière ces phénomènes quotidiens se cachent des tendances climatiques de fond qui, elles évoluent sur des décennies, comme El Niño ou La Niña. Et ça appartient dans le domaine du climat, des tendances à long terme influencées par des facteurs ou des conducteurs climatiques. Quand on parle par exemple de saison cyclonique dans l'océan Indien, ça devrait s'étaler normalement entre novembre et avril. Et la saison des ouragans dans l'océan Atlantique Nord, ça devrait normalement s'étaler entre juin et novembre. Mais cette citation de Jean-Marc Jancovici illustre fondamentalement, je dirais, le fait que la météo et le climat est désormais un duo inséparable. Il dit, je cite, « En ce qui concerne le climat, son état normal n'existe plus, car nous avons amorcé une dérive du système climatique. » Et dans ces prochains slides, je voudrais apporter quelques éléments que le GIEC a soulignés dans le 6e rapport d'évaluation du changement climatique, notamment pour le groupe de travail qui se focalise sur l'impact, la vulnérabilité et l'adaptation. Dans ce rapport, le GIEC a souligné l'importance de l'eau. La moitié de l'humanité souffre de manque d'eau au moins un mois par an, et les sécheresses, qui sont des phénomènes climatiques, les inondations aussi, sont de plus en plus fréquentes. Et les inondations, ça fait partie des phénomènes météo. Environ 44% des catastrophes climatiques depuis les années 1970 sont liées à des inondations, et d'ici 2050, entre 42% et 79% des bassins hydrographiques dans le monde seront sévèrement impactés. Et donc, par conséquent, la gestion de l'eau devient un enjeu critique, notamment avec l'augmentation des événements météorologiques extrêmes. Et l'un des défis majeurs, justement, c'est la multiplication et l'intensification de ces événements extrêmes. Chaque degré compte. C'est ce qui est répété plusieurs fois dans les documents du GIEC. Si nous dépassons les 2 degrés Celsius, notre tendance actuelle, ça va tendre vers les 4 degrés Celsius. Les dommages causés par les inondations, par les phénomènes extrêmes, seront multipliés par 4 ou voire par 5 par rapport à la situation actuelle. Et cela illustre l'urgence d'intégrer la gestion des risques climatiques dans la gestion de l'eau. Et ce qui est important de souligner, justement, c'est l'utilisation des modèles météo et climatiques qui vont nous permettre de mieux anticiper ces épisodes de sécheresse ou d'inondation. Cela donne aux décideurs des informations pour ajuster la distribution et la gestion de l'eau en général.
À titre d'exemple, si on va prendre l'Espagne, les prévisions météorologiques sont utilisées pour optimiser l'irrigation agricole et ça a permis d'économiser 20% de la consommation d'eau en période de sécheresse. En Australie, la surveillance météo a permis de gérer les ressources en eau dans les régions arides et de minimiser ainsi les pertes. Et une étude récente, en 2023, a révélé que les prévisions météo ont aussi permis d'anticiper et de réduire les impacts des inondations de 30% en Asie du Sud-Est. Et donc, tout cela pour dire que quand on parle de météo, de climat, ça ne concerne pas que l'eau, mais ça concerne aussi la santé, l'accès aux nourritures, la croissance de l'économie, l'amélioration de l'éducation. Tout est vraiment lié. Et donc, il faut avoir cette approche d'intégration. Et à travers les prévisions à court et moyen terme, la météo va pouvoir nous guider nos politiques de gestion de l'eau, comme la politique de l'irrigation ou bien l'utilisation industrielle et domestique de l'eau. Et pour une gestion durable, il faut intégrer les prévisions météo dans les politiques d'adaptation au changement climatique, puisque les gaz à effet de serre, ils sont déjà là. Nos ancêtres, nos grands-parents qui ont émis les gaz à effet de serre en 1940, 1920, le CO2 sont encore là dans l'atmosphère et donc la température va toujours augmenter et on est voué à s'adapter aux effets du changement climatique. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment allouer des ressources pour pouvoir s'adapter aux changements, puisque ces changements vont encore s'aggraver et on va pouvoir prévenir les crises si on arrive à utiliser judicieusement les informations et les prévisions météo. Donc, la gestion parcimonieuse de l'eau ne peut se faire sans l'aide d'outils météorologiques performants, mais aussi sans une compréhension fine des tendances climatiques. J'avais dit tout à l'heure que d'ici à 2050, 79% des bassins hydrographiques seront impactés. Et je voudrais aussi rappeler que les populations les plus vulnérables sont les premières à souffrir des pénuries d'eau. Les inégalités sociales et économiques se creusent avec le changement climatique et l'accessibilité en eau aussi. C'est pourquoi nous devons adopter des approches de gestion de l'eau qui intègrent les principes de justice climatique afin que personne ne soit laissé pour compte. Et pour cela, la météo et le climat, que ce soit dans les pays les plus pauvres ou dans les pays développés, c'est désormais des paramètres indissociables afin de comprendre et de gérer les impacts du changement climatique sur nos ressources en eau. Intégrer la météo dans la gestion de l'eau permet d'anticiper, de s'adapter et de protéger cette ressource précieuse face aux événements extrêmes qu'on avait dit tout à l'heure, qui va s'empirer jour après jour. Les décisions qu'on va prendre aujourd'hui et qui sont fondées scientifiquement sur des données météorologiques et climatologiques fiables peuvent déterminer notre capacité à résister aux futurs défis liés à l'eau. Et avant de clôturer mon intervention, je voudrais vous partager ces 5 points essentiels que le rapport de la Commission mondiale sur l'économie de l'eau a mis en avant, pas plus tard que ce mois d'octobre 2024, je pense. Premièrement, sans intervention, les problèmes liés à l'eau pourraient entraîner une réduction de 8% du PIB mondial d'ici 2050. Deuxièmement, il n'existe actuellement pas de structure globale pour la gouvernance de l'eau à l'échelle internationale. Je veux dire par là
que pour la santé, par exemple, nous avons l'Organisation mondiale de la santé qui est une structure qui peut coordonner tout ce qui est question de santé et gouvernance au niveau mondial. C'est vrai qu'on a l'Organisation météorologique mondiale qui est une autorité compétente pour les questions liées à l'eau, au temps et au climat, mais on peut dire que c'est une autorité plutôt technique et scientifique. Donc, une structure comme l'OMS pour l'eau est peut-être judicieuse. C'est peut-être le moment de réfléchir à une telle structure. C'est ce que le rapport insiste. Quatrièmement, l'eau est souvent artificiellement bon marché pour certains, notamment les riches et les industriels, tandis qu'elle demeure trop chère pour les populations les plus pauvres, alors que ces populations les plus pauvres sont encore de plus en plus victimes de la crise de l'eau liée au changement climatique. Et enfin, cinquièmement, un pacte mondial est nécessaire pour considérer l'eau comme une ressource partagée, un bien commun, afin de garantir une utilisation durable et un accès équitable pour tout le monde. Et donc, il est impératif que les scientifiques, les gouvernements, les populations travaillent ensemble. Il ne faut plus travailler dans notre coin. Il faut intégrer vraiment tous les aspects, y compris la météo et le climat, dans la gestion des ressources en eau. Investir dans la recherche, dans les outils météo, va pouvoir renforcer notre résilience face aux crises de l'eau à l'avenir. Et ainsi s'achève ma présentation. J'espère avoir pu éclairer un tout petit peu sur la relation entre la météo, le climat et la gestion de l'eau, mais surtout l'indispensabilité de la météo et du climat dans la gestion de l'eau en général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rina, pour votre belle intervention qui a abordé deux points essentiels, à savoir la météo et le climat, qui sont considérés comme un duo indissociable. Vous avez également fait attirer notre attention sur le sixième rapport du GIEC qui met en exergue la pression sur l'eau et éventuellement les différents mécanismes, à savoir l'adaptation et le rôle que la météo joue dans cette gestion de l'eau. Vous avez également fait mention des inégalités socio-économiques dans cette gestion et la nécessité de développer une collaboration pour assurer une meilleure gestion de l'eau au regard du contexte de la crise que subit cette eau et par rapport au changement climatique également. Nous allons passer au prochain intervenant, à savoir M. Yannick Guina, qui va faire une présentation sur le thème portant sur l'utilisation concurrente des cours d'eau internationaux face aux enjeux d'équité. Analyse à l'aune des conflits d'usage du Tigre et de l'Euphrate entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Monsieur Guina, vous avez la parole. Votre micro. Monsieur Guina, votre micro. Je vous remercie, Madame Ndiaye, pour la parole. Je tiens aussi à saluer et à remercier l'ensemble des participants. Déjà, l'utilisation, ma thématique a été motivée par les enjeux relatifs à l'utilisation des cours d'eau. Déjà, la particularité de ce thème qui touche à la souveraineté des États, un domaine assez sensible, sur le temps plus dans cette zone du monde très conflictogène. Et déjà, les cours d'eau internationaux, c'est quoi? L'eau déjà est une valeur, les précédents intervenants ont largement abordé sur la valeur économique, le bien économique de l'eau. L'eau déjà est un bien économique, une ressource naturelle indispensable.
incontournable à la réalisation de tous les droits humains, de tous les droits fondamentaux. La difficulté ici intervient du moment où cette eau traverse plusieurs États. Et là, il se pose un problème sur la gestion de cette eau, de cette ressource. Nous avons une multitude de cours d'eau et de cours d'eau internationaux qui remplissent la définition déjà. C'est quoi un cours d'eau international? Nous avons plusieurs conventions. Nous allons nous fonder sur la Convention des Nations Unies, la Convention de 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Et aussi les décisions de justice au niveau international. Nous avons la célèbre affaire Gapsikovo-Naguimaros, l'affaire du projet de la décision toujours devant la Cour internationale de justice sur les usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, qui sont largement revenus sur cette définition-là. Un cours d'eau international est un cours d'eau qui traverse plusieurs États. Définition assez simple. Mais dans le cas qui nous intéresse, cette définition est contestée déjà par la Turquie. La Turquie qui fait une distinction sur ce qu'est un cours d'eau international et sur ce qu'est un cours d'eau transfrontière. C'est là le nœud du problème, car la Turquie ne considère pas les eaux du Tigris et de l'Euphrate comme étant des cours d'eau internationaux. La Turquie défend en effet une position assez lointaine qui était à la base même du droit, on appelait la doctrine Harmon. La doctrine Harmon qui a été forgée aux États-Unis lors du conflit entre les États-Unis et le Mexique sur l'utilisation du fleuve Bravo. Déjà, le juge Harmon était un juge américain qui avait défendu ce qu'on appelle la souveraineté absolue de l'État. Du moment où l'État est sur son territoire, l'État a le droit de faire tout ce qu'il veut et d'utiliser une ressource naturelle comme bon lui semble, indépendamment du fait que cette ressource aura ou peut avoir un impact dans d'autres États. C'est cette souveraineté absolue-là qui était à la base défendue. Mais avec la Cour permanente de justice internationale en 1929, l'ancêtre de la Cour internationale de justice avait rendu une célèbre affaire dans l'affaire de l'Oder, où elle estimait que la communauté d'intérêt sur un fleuve navigable devient la base d'une communauté de droit qui se traduit par la parfaite égalité entre les États riverains du cours d'eau international. Dans le cas d'espèce, la Turquie rejette, et c'est d'autant plus que la Turquie n'a même pas ni signé ni ratifié la Convention des Nations Unies de 1997, la Convention de New York. Ce qui a été fait par la Syrie en 1998, dont un an plus tard, et l'Irak a suivi en 2001. Jusqu'à ce jour, la Turquie n'a pas ratifié. La difficulté, la gestion de ces cours d'eau transfrontières qui prennent leur source en Turquie, qui est l'État en amont, donc qui est privilégié dans la gestion. Les États en aval sont fortement impactés puisque la Turquie, de par ses projets hydrologiques, hydrographiques, déjà utilise comme bon lui semble ces ressources-là et qui réduit considérablement le débit du fleuve, que ce soit du fleuve du Tigris, du fleuve de l'Euphrate, en Syrie et en Irak. Position du problème. Les trois États litigeants ont des positions divergentes. La Syrie considère le Tigris et l'Euphrate comme un cours d'eau international. La Syrie est en accord et en conformité avec la Convention de New York. Position également défendue par l'Irak, qui considère le Tigris et l'Euphrate comme étant des cours d'eau internationaux. Est-ce que le fait que la Turquie n'ait pas ratifié la Convention de New York ne l'oblige pas à accepter cette définition-là, ou bien cette statut juridique? Le débat ici réside dans même les fondamentaux, les sources du droit international. Parce que ce principe a été reconnu déjà comme une coutume internationale. Du moment où un cours d'eau ou une ressource est partagée entre plusieurs États, cette ressource devient une communauté, rentre dans le cadre d'une communauté de droit.
impliquant ainsi les principes d'équité, les principes de coopération et le principe d'utilisation non dommageable du territoire national. Ce sont des principes qui sont ancrés dans la coutume internationale. Donc, le fait qu'un État n'ait pas ratifié une convention ne l'absout pas du respect de certains. C'est un peu comme le cas des droits humains. Nous sommes ici dans la fondamentalité même de cette question. Dans ce contexte, nous avons également un problème géopolitique dans cette région du monde, notamment avec la question kurde aussi, qui vient s'ajouter déjà, des problèmes de contentieux historiques, notamment avec le problème de l'Oronte, de l'annexion du Sandjak d'Alexandrette, devenu l'Atatürk. Ces vieux conflits historiques rendent assez difficile la résolution de ce différend entre ces trois États riverains. Mais déjà, nous saurons être défaitistes parce que nous saurons être défaitistes déjà, et aussi nous espérons déjà une coopération dans les années à venir, une volonté des États à aller vers la coopération, parce qu'une ressource ne saurait être partagée, une bonne gestion, une gestion équitable, raisonnable, ne saurait être envisagée sans une certaine coopération entre elles. C'est inévitable. Déjà, comment parvenir à cette coopération-là? L'enjeu ici, c'est la coopération, la signature d'une convention tripartite entre les trois États. C'est inévitable. À ce jour, il n'existe aucune convention tripartite entre nos trois États. C'est déjà une difficulté qui apparaît, et à l'avenir, une convention tripartite encadrerait les usages en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures projetées, déjà, les aspects de la notification, le partage d'informations, la mise en œuvre des enjeux, des projets communs pour sauvegarder également la biodiversité, et aussi cette convention-là, intégrerait forcément une clause compromissoire en ce qui concerne le règlement des différends entre nos trois États. Et ici, c'est l'enjeu. Mais comment parvenir? Il est difficile parce que nous sommes dans des États avec des contextes très particuliers. La Turquie, où nous avons un homme fort déjà, et on connaît, est-ce que le président turc peut être disposé à collaborer, à coopérer avec les États riverains au regard des enjeux en ce qui concerne l'environnement et les droits humains dans les autres États? Déjà, en Syrie, le contexte syrien est assez difficile avec la guerre civile qui prévaut depuis 2011 déjà, l'Irak depuis 2003. C'est assez difficile à ce moment. À ce moment, l'intervention ici d'une médiation internationale ou des moyens, des canaux diplomatiques est assez nécessaire. Parce que laisser ces trois États à leur merci, c'est un peu difficile. C'est irréaliste même. Une personnalité forte sur le plan international interviendrait pour faire asseoir les trois parties, trouver des voies et moyens pour une gestion commune et partagée en tenant compte de l'environnement, des droits humains et des contextes économiques, des enjeux économiques dans chaque État. Parce que les projets déjà qui sont menés par la Turquie ont de forts impacts environnementaux sur la biodiversité. L'absence de coopération compromet les enjeux, le respect des principes environnementaux déjà reconnus sur le plan international, le principe de prévention, le principe de précaution, qui exige avant la mise en œuvre d'un projet où il existerait un risque de dommages irréversibles et graves sur l'environnement, de prendre des mesures anticipatives, le respect des principes de notification et de communication, de coopération,
Dans la mesure où la ressource est partagée, avant la mise en œuvre d'un projet, la partie qui envisage doit communiquer aux autres États, aux États co-riverains, les mesures projetées pour qu'ensemble, ils prennent des mesures spécifiques anticipatives puissent être prises dans ce cadre-là. Les solutions dans notre cadre d'espèce seraient ici la signature d'une convention tripartite déjà qui encadrerait la gestion. L'intégration dans cette convention-là d'une clause compromissoire qui renverrait la compétence à une juridiction internationale. La Cour internationale de justice a déjà rendu plusieurs décisions dans ce sens, notamment l'affaire Gapsikovo que nous avons évoquée, où la Cour est revenue sur un ensemble de principes. L'utilisation équitable et raisonnable, le principe d'utilisation non dommageable du territoire national, les principes de notification, les principes de communication. Une juridiction arbitrale sera aussi bienvenue dans l'affaire. Dans le cas d'espèce, nous avons plusieurs décisions qui ont été rendues par les juridictions arbitrales. Donc, une convention intégrerait une clause compromissoire qui renverrait cette compétence-là. Mais déjà, le droit international intègre déjà, avant d'arriver à la phase contentieuse, le droit international prévoit des mesures, déjà qu'on appelle la négociation arrivant au niveau du contentieux. Est-ce que les voies de négociation, est-ce que les canaux diplomatiques ont été épuisés? Déjà, les parties feraient assez d'efforts, devraient faire assez d'efforts pour négocier sur ce point-là et bien évidemment s'accorder, prendre la mesure des enjeux environnementaux, des enjeux sur les droits humains. Parce que comme l'ont relevé les précédents intervenants, les enjeux ne sont plus seulement environnementaux, économiques, et également sur les droits humains, parce que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a reconnu déjà dans son observation générale numéro 15 que l'eau était un droit humain. Lors de l'adoption de la Convention de New York, l'observation générale en question n'avait pas été reconnue, n'avait pas déjà été adoptée. Donc l'eau est un droit humain. Si les populations riveraines des fleuves du Tigré et de l'Euphrate, si ces populations-là n'ont pas accès de manière équitable à une eau salubre, propre et de qualité, l'ensemble de leurs droits humains sont compromis. Le comité le relève normalement, bien évidemment, et fait une jonction entre le droit à l'eau et le droit à une nourriture suffisante, le droit à la santé, le droit à un meilleur état de santé susceptible d'être atteint et l'ensemble des droits même fondamentaux. Donc, l'objectif devrait être cet horizon-là qu'on devrait voir, l'enjeu, les enjeux environnementaux et écologiques, les questions des changements climatiques et la subsistance même des populations riveraines des fleuves du Tigré et de l'Euphrate. Donc, c'est la substance de l'analyse qu'on peut faire sur ce conflit d'usage qui peut être répercuté notamment dans d'autres conflits. Il n'y a pas, le Tigré et l'Euphrate n'est pas le seul cours d'eau international ou des différents internationaux. Nous avons le cas du Nil, déjà, l'actualité récente, les conflits, les joutes verbales entre l'Égypte et les États riverains du Nil. Déjà, l'enjeu devrait être la protection de l'environnement et des droits humains, qui devrait être, rien ne devrait passer au-delà de ces questions-là, ces considérations-là. Donc, je vous remercie déjà, je vous remercie pour votre attention et je suis disposé aux questions, aux échanges interactifs. Merci. Merci à vous, Monsieur Yannick, pour cette belle intervention également, et qui nous a gratifié des différentes notions du droit international, notamment la souveraineté des États sur la gestion des cours d'eau. Vous avez également abordé la notion du principe d'utilisation non dommageable du territoire national, qui est un principe essentiel en droit international, et également les différents contentieux historiques qui existent dans cette zone, que partagent la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et vous avez également parlé d'un point essentiel pour la gestion de ces conflits dans cette zone et de gestion de ces cours d'eau, à savoir la coopération,
c'est un point essentiel pour parvenir à une solution dans le cadre de ces différents biens, de ces contentieux qui existent dans ces différents États. Nous allons maintenant, Madame Maëlle Nico devait intervenir, mais en dernière position. Là, nous allons passer à l'intervention de Monsieur Uli Kevin. Et juste après, ce sera la partie des échanges. Monsieur Kevin, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde, déjà. Merci à l'équipe qui a bien voulu nous réunir pour organiser cet événement. D'autant plus que la thématique est actuelle. Alors, je ne retrouve plus, avec les caprices de la technologie, je ne retrouve plus mon PowerPoint. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais cela ne va pas m'empêcher de faire ma communication. Le titre de ma communication, comme vous le voyez, porte sur le droit de l'eau et le développement durable au Congo. Il est clair qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, les ressources en eau sont de plus en plus menacées. Alors, qu'en est-il pour le Congo? Donc, pour aborder cette communication, nous allons examiner 4 petits points. Un premier point qui fait la présentation de la République du Congo et de sa situation géo-hydrographique. Un deuxième point qui fait l'étude du cadre juridique. Et bien évidemment, l'étude du cadre juridique fait ressortir un certain nombre de faiblesses qui seront abordées au troisième point. Et enfin, un quatrième point qui va traiter des perspectives pour une gestion durable et intégrée des ressources en eau au Congo. Alors, la République du Congo est un petit État d'Afrique centrale pour une population de 6 millions d'habitants à peu près, selon le dernier recensement, une superficie de 342 000 km². Le Congo bénéficie de 2 principaux climats, un climat équatorial dans la partie septentrionale et le climat tropical humide ou le climat bas congolais couvrant le pays de la côte au plateau Batik. Alors, ces 2 types climatiques sont séparés par un climat subéquatorial au niveau notamment de la cuvette congolaise, donc au niveau de la région centre du Congo. Le Congo est un pays qui connaît 2 principales saisons, une saison de pluie d'octobre à mi-mai, avec des précipitations moyennes de l'ordre de 500 000 millilitres d'eau et au sud à près de 2000. Nous avons aussi en même temps la grande saison sèche qui part de mi-mai à septembre, où quasiment au sud du pays il ne pleut pratiquement pas, mais au nord du pays, par moment, on peut constater pendant cette période quelques pluies. Le réseau hydrographique congolais est donc très dense et il est principalement arrosé par le fleuve Congo et ses affluents. On peut en énumérer une dizaine, les affluents du fleuve Congo. Et le principal collecteur reste bien évidemment le fleuve Congo. Le Congo est principalement donc arrosé par ce fleuve, ou du moins les 2 Congos, qui est pour illustrer l'importance du fleuve Congo. Il est le 2e fleuve d'Afrique par sa longueur, derrière le Nil, et le 2e du monde par son débit, après l'Amazone. De ce fait, il est clair que le Congo est un pays qui est bien arrosé, non seulement par les pluies, mais aussi par le fleuve et ses affluents. Et dès la sortie dès les indépendances, donc quelques années après l'accession à l'indépendance intervient en 1960. En 1967, on va remarquer déjà les prémices d'une protection des ressources en eau, notamment avec la mise en place de la Société nationale de distribution d'eau, qui est donc le premier symbole qui marque la protection congolaise de l'eau. Ce qui nous emmène donc à examiner le cadre juridique qui peut s'analyser à travers le cadre normatif et le cadre institutionnel. Alors, d'emblée, je précise que le cadre normatif, l'important ici, le but du jeu n'est pas de dérouler toute la législation ou tous les textes qui protègent les ressources en eau au Congo. L'objectif ici est de faire ressortir les plus importants, leurs objectifs, et voir leur effectivité dans l'application. Est-ce que ces textes s'appliquent effectivement?
Alors, pour ce qui est du cadre normatif, vous allez constater que le droit congolais de l'eau est un droit assez récent en raison du jeune âge de ses outils juridiques. Le Congo ne connaît son code de l'eau qu'en 2003, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Et donc, on peut se poser la question de savoir quel était le texte ou comment juridiquement les ressources en eau étaient gérées avant 2003. Toujours est-il que ce texte arrive en 2003. Il arrive en 2003 et il se fixe pour mission, cette loi se fixe pour mission de définir le domaine public de l'eau, donc hydraulique, les modalités de la mise en œuvre des eaux, les conditions de gestion publique de l'eau, parce que je rappelle que, je vais y revenir, je rappelle que les ressources en eau au Congo sont considérées comme un patrimoine naturel qui sont du ressort exclusivement de l'État. Donc, seul l'État au Congo peut gérer les ressources en eau. Cette loi, quand elle a fini de définir le domaine public hydraulique, donne les modalités effectivement de la mise en œuvre de la police des eaux et prévoit les dispositions relatives à l'élaboration et à la suivi de la mise en œuvre de la réglementation et de l'utilisation de l'eau. Donc, on va dire qu'en gros, le code de l'eau couvre principalement les régimes juridiques de l'eau potable en milieu urbain et en milieu rural et de l'eau comme facteur de risque. À travers donc la notion de police, le code de l'eau couvre également les autres usages de l'eau, mais par simple renvoi à la réglementation. On va remarquer qu'aussi à côté de cette loi de 2003 qui porte code de l'eau, nous avons la loi qui est une loi qui est beaucoup plus générale, c'est la loi de 91 qui porte protection de l'environnement. On sait que l'eau, c'est un élément de l'environnement. Et implicitement, là encore, vous allez constater que je vais dégager ce fait-là au niveau des insuffisances du cadre normatif. La loi portant protection de l'environnement peut être considérée comme un élément de protection de l'eau parce qu'on considère encore par déduction que l'eau est une ressource naturelle et un patrimoine naturel qui est un élément de l'environnement. Donc, à côté de la loi sur la protection de l'environnement, nous avons une loi, celle-là qui crée, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1967, la création de la Société nationale de la distribution de l'eau, la SNDE. On aurait compris que en 1967, le but n'était peut-être pas de protéger juridiquement de l'eau, mais surtout, de pouvoir gérer la distribution de l'eau. Alors, après donc le cadre normatif, vous allez constater que le cadre normatif est assez squelettique. Je reviendrai plus tard sur ce point. Après donc le cadre normatif, nous avons le cadre institutionnel. Alors, qui regroupe un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place par l'État pour non seulement gérer les ressources en eau, mais aussi assurer leur protection. Et en premier lieu, on a le ministère de l'énergie hydraulique. Et le ministère de l'énergie hydraulique, bien évidemment, c'est le département de l'État qui est en charge d'exécuter la politique nationale telle que définie par le président de la République dans le domaine de l'énergie et de l'hydraulique. Ce ministère s'est donné comme objectif d'élaborer et de proposer des stratégies et politiques nationales en matière d'énergie, de l'eau potable et de l'assainissement, de définir les principaux canaux d'intervention des ministères de l'énergie pour ce qui est de l'eau potable et de son assainissement, de contribuer à l'élaboration des plans et programmes nationaux de développement économique relatifs aux ressources en eau et de définir les objectifs à atteindre dans le domaine de l'eau potable et de son assainissement. Au niveau donc de ce ministère, on a une direction générale de l'hydraulique, bien évidemment qui est l'organe technique du ministère, et la direction générale de l'hydraulique se fait assister par les directions départementales qui, elles, sont chargées d'appliquer la politique de l'État au niveau des départements. Alors, après donc ce panorama, bien évidemment, à côté, il y a un conseil consultatif qui a un rôle amoindri, parce que son rôle n'est que consultatif. Il ne lie ni le gouvernement, donc ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire. C'est un organe qui est consulté pour donner un avis, mais cet avis ne lie ni l'exécutif, ni le judiciaire. Et donc, après l'étude de ces deux cadres juridiques, donc le cadre normatif et le cadre institutionnel,
il convient donc d'aborder les faiblesses de ce cadre. Alors, concernant déjà le cadre normatif, les normes congolaises relatives à la protection ou à la gestion des ressources en eau sont des textes juridiques généraux et incomplets. Généraux, parce qu'il n'y a pas, jusque-là, tous les textes que j'ai cités en amont ne disposent d'aucun texte d'application pour favoriser l'application donc de ces lois. Il n'y a ni décret, ni règlement, en tout cas aucun texte d'application. Et donc, on peut dire que ces lois sont restées lettres mortes parce que l'élément d'applicabilité qui est le texte d'application n'existe pas. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit des textes généraux. Et il s'agit des textes incomplets parce que ce pas des textes qui traitent véritablement de la gestion et de la protection de l'eau. Ce sont des textes qui posent des principes généraux, qui posent des bases, mais qui ne disposent pas de textes d'application. Et comme ces lois-là ne disposent pas des textes d'application, ce sont des lois incomplètes qui, dans leur effectivité, connaissent effectivement des difficultés. Et au niveau des institutions, le problème qui se pose déjà, c'est le sempiternel problème des ressources humaines et financières. L'État est le seul garant, l'État est le seul pourvoyeur de fonds et l'État ne fait pas de la protection de l'eau une priorité. D'autre part, on va noter que l'État n'a pas mis en place un cadre de formation de ces professionnels-là qui peuvent assurer au mieux la protection et la gestion de l'eau avec le réchauffement climatique qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, d'une part, les institutions congolaises chargées de protéger les ressources en eau ne disposent pas de personnel qualifié et d'autre part, ne disposent pas toujours des moyens adéquats, des moyens nécessaires pour assurer leur mission. Alors, face à ce constat alarmant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les chercheurs que nous sommes ont pensé qu'il fallait établir un canevas, effectivement, pour contraindre les pouvoirs publics, les politiques, à intégrer dans leur politique de protection ce qu'on appelle des mesures, ce que nous avons appelé des mesures contraignantes. Par mesures contraignantes, nous entendons des préceptes obligatoires que et l'État et les individus doivent respecter pour assurer une gestion durable des ressources en eau. Et la gestion durable des ressources en eau suppose, bien évidemment, d'utiliser les ressources en eau aujourd'hui de manière raisonnable afin de ne pas amoindrir les capacités des générations futures de les utiliser. Alors, pour ce faire, par mesure contraignante, nous entendons la mise en place obligatoire des textes spécifiques concernant la protection et la gestion de l'eau. Donc, la mise en place spécifique doit être érigée en mesures contraignantes. À côté des mesures contraignantes, nous avons des mesures incitatives. Par mesures incitatives, nous entendons la prise en compte de la demande sociale. Et là, il faut mettre un accent particulier sur la manière dont les communautés locales gèrent les ressources en eau. Nous avons dans nos communautés locales ce qu'on appelle des pratiques traditionnelles qui permettent de protéger de l'eau, des pratiques qu'on utilise depuis des millénaires. Ce sont des préceptes oraux qui consistent en des interdits, qui consistent en des tabous, mais là encore, le problème de ces pratiques traditionnelles, c'est leur fragilité. Non seulement leur fragilité, parce que ces pratiques-là sont essentiellement orales. Il faudra peut-être amener l'État, peut-être pas à les codifier, mais déjà à les écrire de façon à ce que ces pratiques-là viennent compléter la loi dite moderne, intégrer le système, du moins intégrer officiellement le système juridique congolais. Donc, c'est pourquoi on a parlé on a proposé parmi les perspectives l'officialisation des pratiques traditionnelles de protection de l'eau. Parce que vous allez demander à un paysan s'il connaît la loi, s'il a déjà parcouru le code de l'eau. Le paysan n'a pas besoin d'un code, quel qu'il soit, pour protéger l'eau. Il protège l'eau par les pratiques traditionnelles héritées des ancêtres. Il n'a pas besoin des règles juridiques pour le protéger. C'est pourquoi nous proposons effectivement une forme d'officialisation
des pratiques traditionnelles qui viendront compléter la loi moderne par mesure, c'est ce qu'on appelait mesure incitative. Par mesure incitative, nous avons aussi pensé qu'il fallait mettre à contribution les chefs religieux, les chefs traditionnels, pour du moins ce qui sera la sensibilisation à une meilleure utilisation des ressources en eau. Parce que le chef religieux et le chef du village, par exemple, le chef traditionnel, disposent d'une certaine influence dans la communauté. S'il laisse passer un message, il est clair que le message sera entendu. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces canaux pour effectivement aboutir à ce qu'on va appeler la gestion, ce qu'on va appeler la gestion durable et intégrée des ressources en eau. Donc, en conclusion, nous allons dire que le droit à concevoir, le droit congolais de l'eau à concevoir, parce qu'il est encore à concevoir, vous voyez qu'au niveau des outils juridiques, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3 lois qui sont des lois d'ordre général. Euh, pas de texte d'application. Ça veut dire que le droit congolais de l'eau reste un droit squelettique. Alors, on devra donc l'adapter aux réalités actuelles en intégrant dans son corpus la prise en compte des conséquences du réchauffement climatique afin de faire face aux défis liés au développement humain. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire sur cette communication, sur cette présentation. Et je serai heureux effectivement d'éclaircir les zones d'ombre au cours des échanges qu'on va avoir tout à l'heure. Merci. Merci. Allez-y, Fabien, oui. Non, je te laisse conclure, Fatma. Oui, c'était juste pour rebondir par rapport à la présentation de M. Kevin qui a abordé un point important sur les ressources en eau au Congo, à savoir le cadre normatif, le cadre juridique qui met en exergue le cadre normatif et le cadre institutionnel. Il a également abordé les faiblesses de ces différents cadres et également les perspectives de solutions relativement à la mise en œuvre de mesures contraignantes et de mesures incitatives. Sabine, je vous laisse la parole. Ok. Bon, je vais commencer par Ulrich Kevin. Oui, son exposé m'a bien plu parce qu'il a montré les faiblesses, il a fait les propositions. Il faut former les acteurs parce que la Société nationale de l'eau, depuis 1960 et quelques, ne fonctionne pas bien. Mais je me dis quand même, au-delà de la formation, est-ce qu'il n'y a pas un problème majeur, un problème fondamental, c'est-à-dire les acteurs doivent être formés. Il y aura les financements nécessaires pour que les tuyaux amènent bien l'eau dans les maisons. Mais est-ce qu'il n'y aura pas la gangrène de la corruption qui va venir saper tout le travail fait en amont? Est-ce que le gros travail, ce n'est pas plutôt le changement de mentalité? C'est-à-dire, si je suis à un poste, je dis, oui, je peux, ma population aura de l'eau, peu importe les sacrifices qu'il faudra faire. Est-ce que ce n'est pas ça le premier truc à faire dans le cadre du problème de l'eau au Congo et notamment dans le bassin du Congo? Est-ce que ce n'est pas ça la première barrière? Oui, Sabine. Oui, mais la corruption, dans quel sens? Elle prend forme comment? Parce que si vous avez été formé pour protéger, pour assurer la protection et la gestion de l'eau, on a des professionnels comme ça, je ne sais pas comment on va les appeler. Est-ce que ce sont les gens parce que quand je fais le parallèle avec la protection du patrimoine culturel, il est prévu dans cette loi-là qu'on appelle la loi sur la protection du patrimoine naturel, culturel et naturel. On prévoit la mise en place ou la formation des agents du patrimoine. Est-ce que ça me donne une idée, effectivement? Est-ce que l'eau étant considérée comme un patrimoine naturel peut être gérée, du moins dans sa protection par ces agents-là? C'est à développer, c'est à creuser. L'idée, je suis preneur. Mais après, au niveau de la corruption, la matérialité, je connais le degré de corruption de mon pays. Ça, n'est un secret pour personne. Mais après, je ne vois pas la mise en œuvre de cette corruption. Parce que pour moi, la corruption, elle est là, on va vivre avec elle. Mais pour moi, la priorité, c'est donnons d'abord au personnel les outils pour une meilleure protection et une meilleure gestion de l'eau. À ce moment, si avec les outils, ils entrent dans la corruption, parce que pour attaquer la corruption, il faut en connaître la forme.
Au point où nous sommes, honnêtement, je ne vois pas en quoi la corruption va empêcher la mise en place d'une politique publique sur la protection de l'eau. Le détournement des fonds, oui, peut-être, mais est-ce que les détournements de fonds sont faits par ces agents-là qui seront formés pour protéger les ressources en eau ou leur gestion? Ça, je me pose quand même une question. Parce que la corruption, ce n'est pas au niveau principalement des agents, c'est au niveau des financeurs. Qui reçoit l'argent? Qui donne à qui? Et l'argent va où? C'est ça, en fait. Ok, mais bon, à mon avis, la corruption, ça a plusieurs échelles, comme un peu la pyramide. Ça part toujours du haut vers Tout le à bas. fait. C'est-à-dire Bien celui qui est au sûr. sommet commence et ensuite tout le monde suit, ce qui fait que ça empêche Je, la je réalisation suis des d'accord avec programmes. toi. Je suis d'accord avec toi. Mais formons d'abord. Ok, Formons les agents, formons les juristes qui peuvent faire les textes d'application pour dire d'autres lois. Formons d'abord. ok, d'accord. Ça, c'est le juriste qui parle, hein. Ok. Et, Bon, voilà. j'avais une question. Je vais revenir sur William. J'avais une question. Parce qu'enfin, les Émirats arabes unis, Dubaï ont une avancée sur le reste du monde. Mais dans sa proposition, il a dit on devrait sortir du capitalisme pour pouvoir avoir un accès d'eau potable pour tout le monde. Ce qui me paraît d'abord irréaliste. Parce que tout être humain est accroché au capitalisme. Personnellement, je suis accroché au capitalisme. Je ne me vois pas vivre, retourner à l'époque primaire, vivre à l'époque de la pierre taillée. Honnêtement, pour moi, ce n'est pas admissible. Donc, je voudrais savoir, ma question c'est, étant donné que les usines de dessalement ont déjà pignon sur rue, c'est imité dans divers pays, est-ce qu'il peut nous donner, je ne sais pas, même comme il a dit qu'il manque de statistiques, mais est-ce qu'il peut quand même nous donner, je ne sais pas, une usine, par exemple, de dessalement pourrait produire en un mois combien? Est-ce qu'il a une petite connaissance historique de ça? Depuis combien de temps est-ce que c'est exploité sur le territoire, sur Dubaï, aux Émirats? Et peut-être en un mois, ça permet de donner de l'eau à quelle partie de la population. Donc, s'il peut un peu nous donner quelques petits détails s'il les a. Merci pour ces questions. Il y en a plusieurs, en fait. La première sur je vais quand même répondre sur le capitalisme, on va dire sur le libéralisme, pour être un peu moins marxiste comme approche. Je pense que ce que je voulais dire, c'est plutôt un modèle. Un modèle libéral, mais qui est quand même capitaliste, c'est-à-dire que c'est le profit qui l'emporte. Le profit l'emporte sur les questions environnementales. C'est-à-dire qu'on peut détruire l'environnement pourvu qu'on paye qu'on verse des dividendes aux actionnaires. C'est plutôt ça, l'idée. Et à n'importe quel coût et sans solidarité avec les générations futures. Donc, ce modèle-là, on sait qu'il est de toute façon pas viable. Il n'est pas viable, eu égard aux ressources. On parlait Rina parlait de Jancovici, on va dans un mur. Enfin, c'est le GIEC est bien clair. Enfin, on connaît, moi j'ai commencé à enseigner ces questions en 2002. Donc, depuis 92, depuis le sommet de Rio, on sait très bien que c'est pas durable. C'est ça. Le capitalisme, c'est aussi, on prend l'argent et on s'en va. Et c'est un peu comment dire, le cœur de métier de Dubaï. C'est-à-dire qu'on offre à des entreprises la possibilité de faire de l'argent. Euh, voilà. Et si elle reste, parce qu'elle continue à faire de l'argent. Donc, il faut évidemment penser à des biens communs. Bon, j'ai parlé des conflits d'usage. On en connaît trois des conflits d'usage en géographie. C'est d'abord entre la ville et l'agriculture, et dans la ville, entre la ville et l'industrie. Ces conflits d'usage, ils sont réduits aux Émirats au principal qui est entre l'agriculture et la ville. Mais c'est la ville qui domine, parce que la ville est aussi euh, elle rapporte de l'argent. C'est-à-dire on fait des projets urbains qui ne sont pas du tout en respectueux de l'environnement. C'est ça, c'est aussi ça, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut changer de modèle, il faut changer ce modèle-là. Il faut changer aussi. Moi, tous les jours, je suis obligé de prendre ma voiture pour aller travailler. Or, on ne pense pas du tout à des systèmes de transport en commun, alors qu'il y a l'argent pour ça. Mais ce n'est pas une volonté. Donc, ce système
productiviste, qui est capitaliste et avec une intervention limitée de l'État pourvu que ça puisse rapporter de l'argent, c'est ça qu'il faut changer. Et ce qui est consommateur d'eau, c'est le modèle. C'est-à-dire que on ne peut pas, on ne peut pas vanter on ne peut pas vanter des projets immobiliers qui ne soient pas, comment dire, respectueux de l'environnement, par exemple sur le retraitement des eaux usées. Se passe. Alors après, la deuxième question sur les modèles, je suis pas, ça, je suis des questions d'ingénierie. C'est extrêmement difficile d'avoir des sources. C'est aussi difficile d'avoir des informations que sur le pétrole. Paradoxalement, on n'en a pas non plus. Parce que personne ne parle, parce que justement, les réalités ne sont peut-être pas très idéales, ou on préfère ne pas les regarder. Donc, pour ces usines de retraitement, la certitude, c'est qu'elles sont un facteur aggravant d'émissions de carbone, mais aussi de pollution de l'environnement immédiat. Euh, pour le dire très simplement, mais en fait, on ne sait pas non plus comment ça fonctionne, ces usines qui sont en bord de mer, où est-ce qu'elles rejettent le sel en mer. Euh, donc, avec une pollution marine à la clé, par exemple. Donc, voilà, on voit les dégradations constantes de l'environnement. Moi, je le vois depuis 20 ans. On voit aussi que les autorités prennent des décisions, mais qui ne sont jamais suffisantes et toujours en retard par rapport à un système économique qui valorise le profit. Je pense que c'est surtout pour ça. Voilà, donc vanter un modèle qui encourage déjà le pavillon est forcément quelque chose qu'il faut arrêter et essayer de penser à des modes d'urbanisation qui sont alternatifs. Merci. Donc, je ne sais pas, Rina, est-ce qu'elle est joignable ou pas? Parce que si elle n'est pas joignable, j'avais une petite question pour elle. Bon, peut-être. Oui, oui, je Ok, t'ai. tu es de nouveau joignable. Enfin, bref, pour les novices comme moi de la météo, quoi, j'aurais aimé que tu me donnes un peu de petits outils météorologiques, pardon, pour les inexperts comme moi, pour que la météo nous aide concrètement dans la distribution de l'eau. Enfin, c'est ça que j'aurais aimé. Euh, Allô? oui, il y a. Ok. C'est un peu. Oh, ça va être difficile parce que je vais te répondre tout à l'heure. Je vais essayer de Ok. donner la petite à son père. Oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Même par écrit par la suite. Oui, oui, oui. Mhm. Ouais, que ferait-on sans les hommes pour garder les enfants? Ok, donc je ne sais pas si vous autres, vous avez une question par rapport aux différentes interventions de vos pairs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être pas une question, une préoccupation par rapport à la thématique de Yannick. Il n'est plus là, je le vois plus. Non, il est là, il est là. Ah, il est là. Oui. D'accord. Alors, il va falloir juste que je le cherche. Mais j'ai été très intéressé par son intervention, notamment pour tout ce qui est conflit transfro- transfrontalier dans dans la gestion notamment des ressources en eau. Je sais qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai fait l'Égypte, j'ai fait 2 ans en Égypte, je sais qu'aujourd'hui l'Égypte et le Soudan, c'est à couteau tiré à propos de l'utilisation des eaux du Nil. Et est-ce qu'en dehors de à tout hasard comme ça, en dehors de cet exemple-là en Afrique, il y en a un autre? Est-ce qu'en Afrique, il y a encore 2 ou 3 États comme ça qui se disputent la gestion d'un cours d'eau, d'un fleuve, qu'ils ont en commun? C'est juste par curiosité, en dehors de l'Égypte et du Soudan. Ok, je vous remercie, monsieur, pour la question. Déjà, en Afrique, on a des contentieux déjà sur le fleuve Sénégal déjà. Mais le contentieux le plus prégnant, c'est le contentieux que vous avez évoqué sur le Nil. Déjà, il y a eu Mhm. l'actualité, ça fait 2 ou 3 jours aux informations. Mhm. L'actualité que vous évoquez
et notamment le conflit entre l'Égypte et le Soudan, déjà. Ce sont en fait, déjà, mais le contentieux sur le fleuve Sénégal est déjà, c'est un contentieux qui existe toujours. C'est vrai que ça a existé par le passé, mais l'avantage, c'est que nous avons au niveau du Sénégal un mécanisme institutionnel qui permet de réguler déjà cette gestion équitable et partagée des eaux du fleuve Sénégal, déjà. Euh, la difficulté, déjà, c'est la raison pour laquelle nous avons pris le cas de la Turquie, l'Irak et de la Syrie, qui semblent un peu éloignés de chez nous ici en Afrique. Mais la motivation de ce cas pratique-là, de ce cas d'espèce, est fondée parce que du fait qu'il y a un problème, un différent juridique de fond. Parce que déjà, un des États litigeants ne reconnaît pas la nature internationale. Déjà, en porte-à-faux avec la coutume internationale, la Turquie qui refuse de reconnaître que ces eaux-là sont des cours d'eau internationaux. Et dans une argumentation qu'on ne comprend pas très bien, fait une distinction entre un cours d'eau international et un cours d'eau transfrontalier. Et déjà, nous avons déjà un contentieux historique, des contentieux historiques, c'est faux, c'est la raison profonde même, déjà. Le contexte géopolitique de la région, la question kurde des minorités qui bloque déjà à ce niveau. Ça bloque et c'est la raison pour laquelle l'absence d'une convention tripartite entre les États est un frein majeur à la gestion partagée, équitable de ce cours d'eau-là. Donc, l'absence de mécanisme déjà de coopération est un frein, déjà. Le cas d'espèce, c'est l'un des rares cas dans le monde où nous avons un cours d'eau international, où il n'existe aucun mécanisme de coopération, aucun organe institutionnel de coopération. C'est l'un des rares cas. Et le contexte même de la sous-région vient encore s'ajouter, ce contexte géopolitique-là qui vient s'ajouter et qui constitue un mélange explosif. Déjà, si on intègre la question des changements climatiques qui réduit le débit des fleuves internationaux en question du Tigre et de l'Euphrate, la question du détournement unilatéral des eaux du fleuve par l'État en amont, qui est la Turquie, la question des minorités et le contexte sécuritaire dans les deux États en aval, ça a constitué inévitablement un mécanisme explosif dans la question. C'est pour ça que la clé réside ici dans l'adoption d'une convention tripartite qui régulerait ces rapports-là et on n'envisagerait pas dans la perfection, mais au moins un équilibre, une approche d'équité dans la gestion de ces cours d'eau-là. Je vous remercie, monsieur. Merci, en tout cas, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a une autre remarque par rapport aux échanges, par rapport aux différentes interventions. Parce que moi, j'ai épuisé mes petites remarques et mes petites questions que j'avais à poser à tout un chacun. Juste une question pour M. William. Oui. Bon. Tout à l'heure, vous avez évoqué la désalinisation au niveau des Émirats arabes unis, avec toutes les conséquences que ça engendre sur l'environnement. Maintenant, je souhaiterais savoir s'il y a d'autres mécanismes alternatifs pour assurer un meilleur accès à l'eau potable, bien à l'eau de manière générale dans cette zone. La réponse est non. L'année prochaine, dans 2026, le rapport qui est sorti, qui a été fait par les autorités sur la sécurité alimentaire, et l'eau en fait partie, 100% de l'eau potable sera d'origine hydraulique, enfin on va dire, ce sont ces usines de dessalement qui les produiront. Donc oui, non, c'est tragique. C'est tragique. On est un peu sur ce sont des luxes de pays riches, un peu comme Singapour qui peut se permettre d'importer de l'eau de Malaisie par cœur. C'est un peu le même modèle et parce qu'on ne peut pas,
c'est aussi une question, quand je dis que les faits et la représentation sont liés, c'est aussi la réputation des Émirats qui est en jeu. Les autorités émiriennes ne peuvent pas se permettre de manquer de nourriture, de la même manière qu'il n'est pas possible que l'eau manque, même pour les espaces verts, parce que c'est aussi associé à tout un imaginaire dans le monde arabe où l'eau doit couler. Le sultan, dans l'Empire ottoman, la première chose qu'il faisait dans une ville, quand il faisait un cadeau, c'était une fontaine. La fontaine doit couler dans les pays d'Afrique du Nord, on voit ça très bien. Il y a cette espèce de gaspillage qui est aussi associé à une forme d'abondance donc, on va dire que c'est pas très rationnel, mais c'est très culturel aussi. Mais dans des pays désertiques chauds, il faudrait évidemment changer les habitudes et notamment trouver des formes alternatives. Mais l'alternative, c'est par exemple le recyclage des eaux usées. Or, personne ne va faire l'effort, un peu comme la ségrégation des déchets alimentaires. C'est un peu la même chose. Il n'y aura pas cet effort qui est fait. Parce qu'on va vers le plus facile et c'est encore une fois un mode de vie facile que l'on propose. D'accord, merci pour pour le complément d'information, William. Je ne sais pas s'il y a une autre remarque, si quelqu'un a une autre remarque ou bien... Oui, mais j'aurais juste une remarque pour Kevin et sur la situation du Congo et des pays, enfin bon, je ne vais pas parler du bassin du Congo, mais en amont, quelles sont les relations avec le Congo? Enfin, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, sur l'eau, est-ce que, parce qu'il y a pas de... En fait, un peu, enfin, j'ai écouté aussi Bon, mais Yannick. ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que, en tout Juste, cas, aujourd'hui, on ne note pas de conflit entre les deux pays sur la gestion de ce fleuve-là, qui est d'ailleurs sous-utilisé, sous-exploité, hein, s'il faut le dire. Mhm. Parce qu'en dehors, pour ce qui est du Congo, en dehors de la navigation, qu'est-ce qu'il fait sur le fleuve? Un peu de pêche, sinon. Non, il n'y a pas de tension. Chacun considère, chaque pays, chaque Congo considère que le fleuve est commun. Et puis, en tout cas, de toute façon, nous ne sommes pas dans des régions du monde où le problème d'eau se pose. Le problème même d'utilisation d'eau ne se pose pas du tout, du tout. Donc, non, non, non. En tout cas, le problème ne se pose pas, en tout cas, entre les deux. Parce que j'écoutais aussi Yannick qui parlait de la Gambie. La Gambie n'a pas les moyens, en fait. La Gambie est un pays extrêmement pauvre. Et, même avec je crois que j'imagine pas les autorités de Gambie qui puissent réclamer ou quoi que ce soit. Et, là, j'imagine aussi qu'il y a peut-être des questions de pollution parce que les pays de l'aval sont toujours plus sensibles, mais quand ils ne sont pas en position dominante, c'est toujours difficile de le réclamer. Donc, voilà. Bon, c'était juste une remarque sur cette géopolitique de l'eau qui est toujours intéressante. Juste un point aussi, le principal conflit pour l'Égypte, c'est moins avec le Soudan qu'avec l'Éthiopie et le barrage de la Renaissance. Donc, avec le remplissage de la deuxième phase qui tend les relations et le Soudan est en fait L'Éthiopie. un État qui pourrait faire basculer les équilibres régionaux. Donc, bon, ça, c'est un OK. autre sujet Mhm. J'ai qu'on une pourra petite aborder. autre, Merci. pardon, j'ai une dernière préoccupation concernant Yannick. Parce qu'enfin de tout ce que j'ai pu entendre du conflit du Tigre, du conflit du Nil, chaque État a sa souveraineté absolue. Parfois, les clauses compromissoires sont inopérantes en matière d'arbitrage. Est-ce à dire que les systèmes juridiques sont alors à bout de souffle, puisqu'il n'y a aucun mécanisme contraignant pour mettre fin aux différents conflits, pardon. Aboutira-t-on à coup sûr à une troisième guerre mondiale à partir de la guerre de l'eau? Comment ça va se passer? Quel est son schéma après avoir préparé son exposé, après avoir travaillé sur cette thématique-là depuis plusieurs années?
Ok, je vous remercie déjà. Donc, nous sommes parvenus à une analyse empirique déjà. Il y a eu des différends par le passé sur ces questions-là. L'affaire entre la Hongrie et la Slovaquie, qui est la première affaire environnementale, purement environnementale, devant la Cour internationale de justice qui s'est résolue. Nous avons eu par la suite le conflit entre l'Argentine et l'Uruguay, notamment la construction des usines sur le fleuve Uruguay, des barrages sur le fleuve Uruguay. Nous avons eu récemment une affaire entre le Costa Rica et le Nicaragua. Donc déjà, les mécanismes institutionnels ne sont pas, ou juridiques, ne sont pas à bout, comme on peut le dire, à bout de souffle, puisque ces mécanismes-là permettent au moins d'équilibrer les rapports et d'équilibrer les rapports plus ou moins et d'intégrer certains aspects. Un équilibre très, très relatif quand même. Dans notre cas pratique, c'est difficile, comme nous l'avons relevé tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de mécanisme institutionnel. Rien, aucune coopération ne peut se passer. Chaque État peut faire ce qu'il veut sans forcément tenir compte. Du moment où il n'y a pas un mécanisme institutionnel, la négociation ou les canaux diplomatiques sont bloqués. Le règlement même des différends est quasi inopérant. Comment régler les différends relatifs à la gestion de l'eau? Si un différend survient, comment on peut régler ces mécanismes-là? À ce niveau, le droit ne peut pratiquement rien faire du moment où il n'y a pas. Parce que les États sont souverains sur la scène internationale. Pour attraire un État devant une juridiction internationale, lorsqu'un différend survient, il faut que l'État ait avalisé, ait donné son accord par un mécanisme existant. L'enjeu ici, c'est forcément les négociations. Du moment où, il ne faut pas être défaitiste, du moment où le conflit persiste, amplifier les négociations. Amplifier les négociations de manière perpétuelle, tout en espérant qu'un jour, un traité sur la gestion concertée de cette ressource-là pourrait essayer d'équilibrer les rapports déjà très tendus entre les différents États. Donc, le droit peut faire à son niveau, ça veut dire encadrer les rapports de force équilibrés, mais ne peut pas faire au-delà. Donc, sur ce point-là, je vous rejoins déjà à ce niveau-là parce que on a dans cette région du monde déjà, c'est la loi du plus fort à un certain niveau, même sur le plan géopolitique, c'est la loi du plus fort, même en ce qui concerne les droits humains. Nous avons des États dits forts qui décident de respecter les droits humains aux dépens des États plus faibles. Le cas du conflit entre Israël et les États arabes nous le prouve encore. Nous avons un État qui décide unilatéralement de ne pas respecter et il n'existe aucune conséquence sur le plan juridique. Cet État décide de ne pas respecter les droits humains fondamentaux. Donc, est-ce que le droit de la force, est-ce que le droit de la force prime sur la force du droit? C'est une question vieux comme le monde au sein de la communauté des juristes. Mais du moment où nous ne désespérons pas, espérons qu'on pourrait tout au moins atténuer certains rapports de force. Bon, nous allons alors garder espoir. On va quitter sur une note d'espoir, espérant qu'un jour il y aura des traités internationaux qui favoriseront la paix entre États afin d'éviter les conflits transfrontaliers et que tout le monde ait accès à une eau sans aucun souci. C'est ça, c'est une note d'espoir que Yannick nous propose. Chers amis, je suis désolé, mais je suis obligé d'y aller. Ok. Je vous remercie pour tout. Et bonne fin de discussion. Mais Merci. Ok. merci, à Merci. bientôt. Allez, ciao, Bye. ciao. À bientôt.